Le porte-rune. Écrit et narré par Tom Dervin. Chapitre 25. Le brasier de la colère. Ce soir-là, une lumière rouge tapissait la totalité du paysage. Des rayons ardents perçaient tels des flèches entre les cimes des montagnes. Ils recouvraient tout. Les contreforts abrupts des falaises, les pentes lisses et enneigées, les rocs qui ressortaient de terre, les légions de pins qui couvraient les défilés. Bien que l'hiver semblait alors à son apogée, la région apparaissait comme prisonnière, entre feu et glace. Le halo almondin avait changé les témoins immortels en une sculpture de grenat, figée dans le temps, comme s'ils patientaient dans l'attente des événements à venir. En contrebas, la maison du porte-rune paraissait bien solitaire. Un petit point esselé, au beau milieu du théâtre d'une nature ancestrale. Le rôdeur et Philippin étaient là. Assis tous les deux de l'autre côté de la demeure, à l'extrémité du terrain, ils attendaient à l'ombre d'un orme colossal. Un ruisseau coulait non loin, duquel une haute pierre blanche émergeait, pointant vers le ciel. Près du cours d'eau, 4 tombes marquées par des stèles grossièrement taillées patientaient. Aucun nom n'y figurait. L'endroit était calme et paisible, bercé par le chant de l'eau qui ruisselait entre les rochers. « Il est temps, Philippin », annonça le porte-rune. La change-forme le scruta, l'air inquiète. Sans détourner le regard des sépultures, le vagabond reprit. « Nous nous reverrons, ne t'en fais pas. » Il se leva avant de partir vers la maison. « Attends !» demanda-t-elle. Le tueur s'arrêta. « Tu m'as dit que 3 personnes vivaient ici, autrefois. À qui est la 4e tombe ?» Le rôdeur retira le bijou qui pendait sur ses épaules. Il l'ouvrit et contempla l'intérieur quelques secondes avant de le refermer, puis se retourna vers Philippin. Sans un mot, il lui jeta le pendentif. La change-forme l'attrapa au vol, alors que le porte-rune s'éloignait vers la maison. Elle n'avait pas besoin d'y jeter un œil, la créature savait déjà ce qu'il contenait. Elle se contenta d'observer son compagnon de voyage disparaître à l'angle du bâtiment. Le porte-rune franchit le seuil de la demeure. Au vestibule, il longea les escaliers qui grimpaient vers l'étage et ouvrit une porte située juste en dessous. Un passage descendait sous la maison. Une lueur incandescente venait d'en bas. Elle éclairait légèrement les dernières marches. Le rôdeur emprunta l'accès et déboucha dans une cave. Un grand laboratoire avait été aménagé au sous-sol. Sur des tables poussées contre les murs, une palanquée d'équipements reposait. Des cuves, des alambics, une plomberie sophistiquée et des étals garnis de composants et d'herbes en tout genre couraient ici et là. Une autre porte se trouvait au fond de la salle, juste à côté de la gueule rougeoyante d'un four de forge. Tout près, un établi chargé d'outils et une armoire en bois massif étaient installés. La silhouette de Wittmer, dos au porte-rune, était penchée sur les flammes. Il y plongeait une longue barre de bronze, terminée par une cuve. « Je ne vous dérange pas ?» demanda le rôdeur. « Jamais », répondit le noctule avec sa sympathie habituelle. « La nuit n'est pas encore tombée, je me trompe ?» Wittmer extirpa la cuve de la forge. Elle contenait un métal noir et brillant, liquide, qui dansait dans le récipient. « Non, en effet. » Le rôdeur observa Wittmer couler le plomb en fusion dans des moules qui se succédaient le long d'un établi. Il plongea la cuve de bronze dans une baignoire. L'outil brûlant provoqua une soudaine montée de vapeur qui se répandit comme une vague au plafond. Le noctule attrapa un seau et le donna au porte-rune. Ce dernier récupéra sa hache arquebuse accrochée au mur, puis s'assit avant de charger son arme à l'aide d'une des balles qui se trouvait dans la calebasse. « Vous avez quelque chose à me dire, n'est-ce pas ?» questionna Wittmer. « Je reconnaîtrai ce visage bougon entre 1000. »« C'est vrai, » approuva le rôdeur. « Mais vous risquez de ne pas être enchanté par ce qui m'amène. » Le noctule s'arrêta dans ses tâches pour se concentrer sur le porte-rune. Droit comme un i, il joignit ses mains dans le dos et le fixa avec attention. Le tueur, quant à lui, fourbissait son arme machinalement, comme si de rien n'était. « C'est au sujet de Philippin et du petit. Vous savez que vous n'avez rien à craindre pour eux. Ça suffit, Wittmer.
trancha le rôdeur avec un ton abrupt. Épargnez-moi votre discours et prenez soin d'écouter chacun de mes mots. Il posa la crosse du fusil sur le sol et joignit les bras sur la gueule du canon. Le monstre avait perdu son habituel sourire. Ce soir, quoi qu'il arrive, je vais revenir. Même si la dame me prive de mes 2 jambes, je ramperai jusqu'ici pour m'assurer qu'il ne leur est rien arrivé. Et si je viens à mourir, sachez que je me débrouillerai pour passer de vie à trépas ici, en ces lieux. Et ma dernière volonté sera de vous faire la peau. Vous comprenez où je veux en venir ? La tension monta d'un cran dans la cave. Le visage de Wittmer avait perdu toute sa bonhomie. Il était soudainement devenu inquiétant. Son regard chaleureux avait mué. Il ressemblait désormais à celui d'un reptile, glacial et sans compassion. Il répondit d'une voix froide. « Même après toutes ces années, sans que je ne commette le moindre faux pas, sans un mot plus haut que l'autre, et avec toute l'attention que je vous ai portée, vous me voyez toujours comme votre ennemi, n'est-ce pas ? Pour toujours, conclut le porte-rune. Le rôdeur quitta sa place pour ouvrir l'armoire de l'autre côté de la salle. À l'intérieur, un grand drap blanc couvrait son contenu. « Pardonne-moi, Adal, marmonna-t-il pour lui-même. Je sais que tu n'aurais pas aimé ce que je m'apprête à faire. » Le rôdeur tira sur le tissu, dévoilant le trésor qu'il dissimulait. « Dites-moi, Wittmer, vous arrive-t-il parfois de vous remémorer votre ancienne vie ?» L'homme de maison resta muet, arborant un rictus ambigu. Pendant ce temps, Philippin patientait à l'étage. Assise dans le salon, elle tassait les bûches qui se consumaient dans l'âtre à l'aide d'un tisonnier en fer noir. De temps à autre, elle susurrait quelques mots au petit, qu'il observait de ses grands yeux noirs. Le nourrisson avait regagné en vigueur, il se montrait déjà un peu plus alerte et son visage avait repris des couleurs. Un faisceau rougeâtre entra dans la pièce et l'éblouit un instant avant de mourir aussi vite qu'il était venu. Les derniers rayons de soleil disparaissaient derrière les montagnes. La nuit n'allait plus tarder. Soudain, le porte-rune apparut dans l'embrasure de la porte. Vêtu de son habituelle redingote noire, il avait attaché ses cheveux derrière la tête et portait sa hache arquebuse en travers de son dos. À la main, il tenait une épée d'une taille impressionnante, abritée dans son fourreau. La fusée de l'arme, d'un blanc laiteux, rappelant la pâleur d'un os, était enfermée entre une garde et un pommeau constitué d'un métal pourpre. D'un pas lourd, le rôdeur s'approcha de Philippin et de Thomas, avant de dégainer la dague qui pendait à sa ceinture. « Qu'est-ce que vous faites ?» l'interpella-t-elle. L'homme mit un genou à terre et attrapa la main du garçon. « Philippin, tu me fais confiance, non ?» La créature serra les mâchoires avant de remarquer le pendentif du rôdeur qu'elle avait posé sur la table. Elle inspira profondément. « Oui, j'ai confiance en toi. » D'un infime écart de sa lame, le rôdeur entailla le doigt du petit, qui éclata en pleurs. Il se releva et essuya du pouce la goutte de sang qui perlait sur le couteau. D'un revers de main, il marqua son front du liquide écarlate. « À tout à l'heure, Philippin, » promit-il avant de faire volte-face. « Hé !» Il s'arrêta pour la regarder par-dessus son épaule. « Bonne chance. » Le porte-rune quitta le salon. À peine eut-il entré dans le vestibule qu'il aperçut Wittmer, campé dans l'entrebâillement de la porte sous l'escalier. Le noctule l'observait, dissimulé dans les ombres, à l'abri des dernières lueurs du jour. Le rôdeur marqua une pause et lui jeta un regard meurtrier. Il reprit sa route et quitta la maison, une lanterne à la main. Dehors, le ciel s'était obscurci. Un agrégat de nuages s'était amassé et un vent violent soufflait sur la région. Lorsque le porte-rune quitta le cercle des stèles, il déposa sa hache arquebuse contre un arbre, à quelques pas de la dernière pierre. Soudainement, un premier flocon apparut. Au fur et à mesure qu'il avançait sous le couvert des bois, la neige se mit à tomber avec davantage d'intensité. L'Aquilon lui aussi monta en puissance, portant avec lui tout ce qui s'abattait du ciel. La lanterne du rôdeur se balançait d'avant en arrière sous l'assaut du vent. Il suspendit sa marche un instant pour observer le balai aérien. Il y dansait des flocons
et des épines de pin au milieu du vacarme provoqué par le cri du vent. La barrière consacrée devait se trouver à une petite trentaine de mètres derrière lui désormais. Il s'arrêta près d'un rocher, la main sur la poignée de son épée, il déposa la lanterne sur la pierre et s'adossa contre elle. Puis, le porte-rune enfila deux mitaines de cuir, épaisses et cloutées, qu'il gardait dans l'une des poches de sa redingote. Les pointes d'acier, rivées dans les gants, étaient frappées de symboles sacrés. Ensuite, il dégaina l'épée qui patientait dans son fourreau. L'arme, plus longue que le bras d'un homme, comportait une lame étrange. Elle était ondulée, comme des vagues se succédant sur une mer tranquille. La matière qui la composait était constituée d'un alliage surprenant. Le tranchant, fin et homogène, étincelait à la lumière de la lanterne. Mais le plat de la lame, quant à lui, ressemblait comme deux gouttes d'eau à de la pyrite. Le porte-rune glissa la main le long de l'épée. Elle était rugueuse, presque abrasive. Il n'avait plus qu'à patienter. De son côté, Philippin attendait, elle aussi. La change-forme faisait les 100 pas dans le salon et se rongeait les sangs. Dehors, la nuit était enfin tombée. Elle savait pertinemment que, dans les heures qui allaient suivre, l'issue de leur destinée à tous serait scellée. Thomas dormait près du feu, bien inconscient des péripéties qui se tramaient autour de lui. Philippin s'arrêta devant la fenêtre et scruta la forêt. Elle ne vit que son reflet, déformé par la vitre, pleine d'angoisse au milieu du salon. « Vous voulez boire quelque chose, madame ?» La change-forme tressaillit. L'image de Wittmer n'était pas apparue dans le miroir de verre. Pourtant, il se tenait devant la porte avec son air si serviable. Philippin tenta tant bien que mal de dissimuler sa nervosité. « Un verre de vin, s'il vous plaît, » répondit-elle avec un sourire tremblant. Le noctule s'exécuta. Il servit une rasade dans une coupe et la porta à son invité. « Merci », lâcha-t-elle trop vite pour que cela paraisse naturel. Elle but la moitié du verre d'une traite. « Calmez-vous, madame. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ça, » tenta en vain Wittmer pour la rassurer. Il inspira profondément avant de souffler tout aussi longuement. « Pour dire vrai, j'avoue que j'angoisse un peu également. » La change-forme se retourna vers lui, étonnée. « C'est vrai ?» demanda-t-elle avec un air dubitatif. « J'ai du mal à vous croire. » Wittmer leva les sourcils. « Pas pour moi, pour lui. » Il fixa la créature dans les yeux. « Pour être parfaitement honnête avec vous, Philippin, c'est ce qu'il adviendrait de lui s'il venait à mourir qui m'inquiète. » Le noctule alla s'asseoir sur le divan. « Les puissances qu'il a affrontées toutes ces années ne laissent pas que des séquelles psychiques et physiques. Je suis le mieux placé pour vous dire que lorsque l'on est touché par l'ombre, on le reste. C'est comme un poison, lent et pernicieux, qui attend son heure pour refaire surface. Où voulez-vous en venir ? Ce que j'essaye de vous faire comprendre, Philippin, c'est que je n'aimerais pas qu'un jour, notre ami commun devienne ce qu'il a toujours combattu. » L'heure était venue. Le premier signe arriva. La flamme dans la lanterne, bien que protégée du vent par ses parois de verre, s'éteignit subitement. Le porte-rune posa la flamberge contre la pierre nue, le plat de la lame contre la roche, gardant son poing fermement agrippé sur sa poignée. Dans le même temps, il plongea sa main restante dans la poche de sa redingote. Les yeux rivés sur le sous-bois, il resta là, à la recherche du moindre mouvement. Enfin, vint le second signe. La brume noire et dense commença à s'élever du parterre de neige, et les pleurs de la dame se firent entendre. Cependant, les râles du monstre étaient différents de la dernière fois. Ce n'étaient plus des sanglots de souffrance et de tristesse, mais des pleurs de rage. Le porte-rune sentit son cœur s'accélérer. Ses battements devinrent si forts qu'il les sentait frapper dans sa poitrine. Il serra les poings et se fit violence pour garder une respiration calme et régulière. Brutalement, la voix s'éleva dans l'air. « Je t'attendais, porte-rune. » La force de la voix s'intensifia, tant et si bien que des secousses se firent ressentir en tous sens.
L'onde invisible soulevait des volutes de neige qui grimpaient dans les airs, et les branches secouées laissaient tomber leur fardeau d'hiver. Le temps du châtiment est venu. Ce soir, je t'emporte avec moi. Le silence retomba sur la forêt. Seul le cri des bourrasques passait encore au-dessus du porte-rune. 17 ans, marmonna-t-il. 17 années de vie avant d'obtenir une seconde chance. J'aurais pu attendre la fin de ce monde si j'avais su que ce jour béni viendrait enfin. De la brume de ténèbres, la silhouette de la dame émergea. Elle n'avait plus aucune séquelle de leur affrontement précédent. Son corps palpitait de colère et son souffle rapide éructait de courts râles rauques. Elle semblait plus furieuse et menaçante que jamais. « Je ne partirai pas en paix, mais si je peux te renvoyer à l'errance et aux abîmes, alors c'est avec joie que je tire mon épée. » À la seconde même, le rôdeur racla l'épée d'Adalbéron sur la roche. À son contact, une traînée d'étincelles jaillirent de la pierre et la lame de la flamberge s'embrasa dans l'instant. De son autre main, le porte-rune extirpa la mâchoire d'acier noir de sa poche et la fourra dans sa bouche. Il claqua les canines les unes contre les autres dans un bruit métallique. La dame se mit à courir et il brandit son épée face à lui, repoussant l'obscurité de son épée flamboyante. Le combat commença. La dame plongea vers l'avant. Elle fonçait vers le porte-rune, cavalant à quatre pattes, pareil à un fauve affamé. Arrivée à une demi-douzaine de mètres de son adversaire, elle prit appui sur ses jambes et décolla d'un bond prodigieux. Elle traversa en hurlant les rafales de neige et d'épines qui tournoyaient dans les airs et atterrit directement sur le rôdeur. Le guerrier esquiva l'assaut d'un pas de côté et lui porta un coup violent à la nuque. La lame enflammée frôla le monstre d'une poignée de centimètres, lui brûlant quelques cheveux au passage. Le monstre virevolta en un battement de cils et d'un puissant coup de poing frappa le porte-rune en plein torse. Il décolla du sol et s'écrasa contre un arbre. Le choc fut terrible, il lui coupa le souffle et le guerrier ferma les yeux une seconde sous la violence de l'impact. Un temps si court que l'aberration mit pourtant à profit. À peine ouvrit-il les paupières qu'il vit fondre sur lui une énorme pierre. Il se jeta sur le côté et le rocher lui effleura l'épaule avant de pulvériser l'arbre qui se tenait derrière. Il ne s'attarda pas sur le tronc qui s'effondrait dans la neige. Déjà, la dame revenait sur lui. Elle avait parcouru la distance qui les séparait en un claquement de doigts et vint lui porter plusieurs coups de griffe. La rapidité et la frénésie avec laquelle les attaques lui arrivaient étaient fulgurantes. Acculé par la pluie de frappes qui se déchaînait sur lui, le guerrier ne parvenait à esquiver qu'un coup sur deux. Chaque attaque lacérait sa redingote, le touchant de plein fouet. Il laissa un dernier coup l'atteindre et bloqua le bras du monstre contre ses côtes. De sa lame, l'épéiste décrivit un grand arc de cercle flamboyant, visant directement la tête de son ennemi. Le monstre esquiva l'assaut, passant au ras de l'épée dont le feu lui mordit au visage. Le coup avait manqué, mais le porte-rune ne s'arrêta pas là. Il libéra la griffe qu'il maintenait contre lui et d'un violent direct au visage, lui brisa le nez en l'envoyant valdinguer sur le sol. Le guerrier attrapa un lambeau de sa redingote et la déchira d'un seul coup. Sous le manteau, une cuirasse plaquée sur une cotte de maille le protégeait. Le plastron était déjà cabossé et une multitude de striures en avait entaillé l'acier. La dame se releva sans peine et se jeta à nouveau sur lui. Mais cette fois, le porte-rune ne se fit pas surprendre. De la pointe de sa flamberge, il parvint à maintenir une distance avec le monstre. Il devait reprendre son souffle. L'abomination n'avait plus rien à voir avec ce dont elle était capable lors de leur dernière rencontre. Elle était plus vive, plus forte et surtout plus enragée que jamais. Il devait utiliser le terrain pour lui. Si le rôdeur parvenait jusqu'aux arbres, ses mouvements seraient réduits, mais la dame ne pourrait plus jouir de sa vitesse, et ainsi, se déplacer comme elle le faisait lui deviendrait impossible. Le guerrier recula doucement vers le couvert des bois, gardant son adversaire en respect, le repoussant inlassablement à l'aide de son arme. Lorsqu'il arriva à l'ombre des pins, il se glissa entre les arbres et commença son œuvre. Tournant encore et encore autour des troncs, les deux ennemis débutèrent un tout nouveau combat. Les coups fusaient en tous sens et la dame déchaînait toute sa furie. Le porte-rune esquivait chaque attaque ou s'abritait in extremis derrière un arbre avant que les griffes du monstre viennent en déchiqueter l'écorce. Enfin, sa stratégie porta ses fruits.
La haine de la créature s'intensifiait à chaque tentative manquée. Elle bouillonnait de colère. Soudain, le porte-rune tourna les talons et se mit à courir. Il esquiva les obstacles sur son chemin les uns après les autres, tandis qu'il entendait l'aberration à ses trousses, qui fulminait de rage. Elle était sur ses talons, bien plus rapide que le guerrier, et allait le rattraper dans une poignée de secondes. Arrivée à quelques mètres, elle bondit dans son dos. Le porte-rune entendit les pas de la créature disparaître. Brusquement, il attrapa un arbre en pleine course. Agrippé de toutes ses forces, il sentit son bras se distendre sous la pression exercée sur ses muscles. L'abomination arriva une demi-seconde trop tard. Elle manqua le guerrier de justesse, alors qu'il virevoltait autour du tronc. Porté par son élan, il arriva brutalement derrière elle et lui asséna un terrible coup d'épée. La dame fut prise de vitesse. Elle eut à peine le temps de se retourner pour voir la lame enflammée s'abattre sur elle. L'assaut porta ses fruits, et la lame toucha le monstre. Un hurlement strident déchira les tympans du porte-rune, et le bras de la créature tomba dans la neige. Le rôdeur n'attendit pas, il frappa de nouveau l'aberration. Mais cette fois-ci, le tranchant de l'arme se perdit dans le vide. La créature avait bondi vers les arbres et disparu dans la canopée. « Reviens là !» Il avait eu sa chance, et il l'avait manqué. La dame était désormais blessée, certes, mais son coup aurait pu être fatal s'il avait mieux maîtrisé son élan. Maintenant, il l'avait perdue de vue, et la créature s'était dissimulée dans les frondaisons. Le bruit du vent couvrait ses déplacements, et elle était encore assez forte pour sauter sans peine d'un arbre à un autre. Elle pouvait désormais fondre sur lui à tout moment. « Du calme. Reprends ton souffle, vieillard, » murmura le porte-rune pour lui-même. Le guerrier épiait les hauteurs, sa lame tendue vers les cieux. La neige tombait en rafales et le ciel chargé de nuages ne laissait pas filtrer la moindre lumière. Il n'y voyait rien. Brusquement, il entendit un bruit dans son dos. Il fit volte-face pour tomber sur une branche qui venait de s'écraser dans la neige. Merde. Il eut à peine le temps de se retourner que la dame lui tomba dessus. Elle atterrit sur lui de tout son poids et l'écrasa au sol. La collision fut si brutale que son épée lui échappa. La créature se tenait sur lui et l'étranglait de sa dernière main restante. Son unique poigne exerçait une pression monstrueuse sur sa gorge. La respiration coupée, il dégaina la dague qu'il portait à sa ceinture et planta sa lame à plusieurs reprises dans le ventre de l'abomination. La face hideuse du monstre hurlait à quelques centimètres de lui. Sa bave coulait sur son nez et sur ses joues. Le rôdeur extirpa le couteau des entrailles de son adversaire et lui asséna de nouveaux coups, cette fois en plein visage. Une dizaine d'attaques furent portées, creusant l'une après l'autre des sillons sanguinolents à travers la face décharnée de la créature. Le guerrier poussait de longs hurlements étouffés, surpassés par les cris de douleur de son ennemi. Mais rien n'y fit. Le rôdeur sentit au fur et à mesure ses artères compressées, sa trachée broyée et ses cervicales écrasées. Il ne pouvait plus respirer. Des vaisseaux sanguins explosaient par dizaines dans ses yeux, et sa vue baissait peu à peu. Ce fut à l'instant décisif, où la mort allait frapper, que le pouvoir du porte-rune se réveilla. La neige fondit en un instant, libérant un nuage de vapeur brûlante. Le feu s'était allumé le long de la colonne vertébrale du rôdeur, et sa force se décupla. Il saisit le bras de la dame et dégagea la prise avant de pousser un hurlement surpuissant. En un éclair, il porta un coup de poing dévastateur dans la poitrine de son ennemi. Le gant clouté écrasa les os de la créature et la projeta de plusieurs mètres en arrière. Elle parcourut les airs et brisa le tronc d'un arbre sur son passage. Le guerrier se redressa. Il se saisit de son épée sur le sol, qui se ralluma au contact de sa main. Une magie meurtrière, ancienne et pleine de colère, consumait tout son corps. Elle se répandait entre lui et l'épée. Sa peau rougie par la chaleur palpitait de toutes parts, et des braises apparurent sur les tissus qu'il portait. La dame, de son côté, se releva, encore plus furieuse qu'auparavant. Son visage était troué de toutes parts, sa poitrine enfoncée, ses côtes transperçant ses poumons, et un sang boueux s'écoulait de son bras coupé. Pourtant, elle demeurait toujours debout. Folle de rage, elle attrapa le tronc qui venait de s'écrouler à côté d'elle et le souleva d'un bras avant de le jeter de toutes ses forces sur le rôdeur. Le projectile géant déchira l'air et fondit sur le combattant. Une centaine de kilos de bois lui arrivaient dessus à une vitesse folle. Mais le guerrier n'esquiva pas. Il leva la flamberge au-dessus de sa tête et d'une frappe colossale explosa le tronc. Une
Une volée d'écorce enflammée monta partout autour de lui, et les restes de l'arbre voltigèrent de toutes parts dans un tourbillon de flammes. La lumière des runes, qui irradiait dans son dos, augmenta encore, si bien que tout ce qui put s'enflammer sur lui prit feu. L'armure qu'il portait vira au rouge, comme si le métal brûlait dans la gueule d'une forge. Le porte-runes ne pouvait plus contenir le pouvoir qui se déchaînait en lui. La puissance des symboles gravés dans sa chair détruisait son organisme. Il sentait le sang bouillir dans ses veines et sa peau cramoisie fusionner avec le fer de sa cotte de maille. Mais surtout, en son cœur, c'était le brasier d'une colère pure sur lequel soufflait une tempête de vengeance qui le maintenait encore debout. L'avatar de rage scruta son ennemi, qui pestait à quelques mètres de là. Il jeta son épée dans la neige. « Finissons-en !» La dame poussa un dernier cri et se jeta à l'assaut. Elle arriva sur lui avec une célérité sans égale et ouvrit la gueule en grand pour lui mordre au visage. Le porte-runes attrapa son adversaire en vol et lui écrasa la face contre terre. Dans la seconde qui suivit, il saisit la dame par la jambe et la balança à travers le bois. Le monstre se brisa soudainement sur une pierre qui lui brûla instantanément le dos. Elle se précipita hors de son atteinte pour constater l'une des stèles de la barrière. Bloquée, elle releva la tête pour voir le porte-runes attraper sa hache arquebuse qui l'attendait là. Le monstre était précisément à l'endroit où son chasseur voulait qu'il soit. Il leva la gueule de dragon vers la dame et appuya sur la détente. Le mécanisme s'enclencha et les runes le long du canon s'allumèrent en un éclair, irradiant d'une lumière solaire transmise par la magie de leur porteur. La déflagration fut terrible, un coup de canon monumental explosa et dans l'instant qui suivit, le corps de la dame fut pulvérisé en une volée de chair brûlée. Les morceaux de cadavres se répandirent dans les airs et traversèrent la barrière. Le seuil consacré franchi, ils se désintégrèrent dans un dernier flamboiement et disparurent dans l'obscurité. Rien n'avait survécu.